Bonjour. Au nom du comité d'organisation de la conférence, je vous souhaite la bienvenue. C'est maintenant une tradition de nous retrouver à cette période de l'année pour discuter de sujets d'actualité dans le domaine de la finance. Cette année, le comité a décidé de traiter le sujet de l'investissement durable, un sujet qui était très présent en 2018. Nous pensons que c'est un sujet qui va continuer à faire parler de lui dans les années qui viennent. Je vous présente le comité d'organisation de la Swiss Pension Conference. C'est cette équipe qui a préparé pour vous l'agenda, organisé la conférence, et c'est un an de travail acharné, donc un grand merci à tout le monde. Je remercie aussi nos sponsors qui ont pu rendre cet événement possible. La Swiss Pension Conference édition 2019 est organisée par la CFA Society Switzerland. Aujourd'hui, nous avons environ 120 participants. Et je rappelle que la CFA Society Switzerland est la plus grande organisation partenaire du CFA Institute et constitue en Europe continentale environ 3100 membres. Je rappelle aussi que l'Association suisse des actuaires et la Chambre suisse des experts reconnaissent cette journée comme une journée de formation et l'accréditent de 5 points. À ce propos, veuillez nous contacter pour recevoir cette accréditation. Avant de commencer la journée, je voulais donc signaler que le premier intervenant, malheureusement, au dernier moment, pas pu venir. C'est pour ça que nous allons commencer à l'heure, à 9h10. J'aimerais vous rappeler quelques détails pour la journée. Donc, la journée va se terminer aux alentours de 16h30. Je vous recommande de rester jusqu'au bout. Il y aura des moments, des interventions où il y aura 2 intervenants. À vous de choisir le sujet qui vous intéresse. Je vous signale, on m'a posé la question, un seul des intervenants sera en anglais, c'est la présentation de JP Morgan, autrement toutes les autres présentations seront en français. On aura une pause à midi, on a organisé 3 tables où on aura des sujets thématiques au sujet de l'investissement durable, et puis les autres tables sont libres au niveau des discussions et au niveau des personnes. Donc on vous laisse décider ce qui vous convient le mieux. Voilà. Pour notre premier sujet, j'ai le plaisir d'accueillir la conseillère d'État, Madame Nathalie Fontanet, responsable du département des finances et des ressources humaines. C'était important pour nous, pour compléter la journée, d'avoir un mot du gouvernement. Donc merci, Madame la conseillère, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre emploi du temps est chargé. Nous allons à présent parcourir la stratégie d'investissement durable de la Caisse de pension, la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Et après cette présentation, nous aurons un panel pour discuter avec des représentants de l'industrie. Je passe très vite sur le disclaimer. Voilà. Donc la CPEJ, en quelques mots, la CPEJ, c'est plus de 13 milliards d'actifs sous gestion, un portefeuille investissant mondialement avec 50% d'investissement en Suisse, y compris l'immobilier direct. C'est environ 70 000 assurés, dont 23 000 bénéficiaires de pension, un taux de couverture de 60,4%, un taux technique à 2,5%, mais à 3% à la création de la CPEG en 2014, et puis une allocation stratégique qui peut se résumer en 3 piliers, un tiers d'actions, un tiers d'obligations et un tiers d'immobilier, 2 tiers de la fortune confiée à des gérants externes, et 70% de stratégies actives, y compris l'immobilier direct, et 30% de stratégies passives. La stratégie d'investissement de la Caisse s'inscrit dans la durabilité et elle est implémentée à travers la plupart des classes d'actifs. Je crois qu'on a des petites poches qui ne sont pas compatibles, par exemple la réassurance. C'est difficile d'implémenter des critères dans cette stratégie. Alors, un vite tour d'horizon au niveau des tendances de l'industrie. Donc on voit que l'investissement ESG s'impose de plus en plus dans l'industrie institutionnelle.
Certains, et on parle des caisses nordiques, l'intègrent dans leur gestion des risques, et puis d'autres la voient comme un potentiel de surperformance. Aujourd'hui, on n'a pas encore du recul pour voir l'impact, s'il est positif ou négatif, mais certains estiment qu'on a suffisamment de données aujourd'hui pour en tout cas faire une analyse. L'investissement durable ne se limite pas à une exclusion dans une classe d'actifs. Et puis, par exemple, on constate un intérêt grandissant pour les initiatives qui visent à avoir un impact sur les sociétés. Donc, tout ce qui est engagement, on va le voir plus tard. Et puis, les investisseurs institutionnels deviennent plus transparents et adaptent leur reporting en conséquence. Ça permet de se différencier. Les outils de reporting s'améliorent. Maintenant, avec certains partenaires, on peut calculer, faire des projections, calculer des impacts de certains types d'investissements. Et puis, on dispose davantage d'informations collectées sur le terrain, encore une fois par d'autres partenaires qui vont non seulement regarder la société, mais regarder aussi les fournisseurs. Donc, on va aller jusqu'au bout de la chaîne. Et donc, cette information commence à devenir disponible et homogène, parce qu'on a cette information est collectée dans différentes régions géographiques. Et puis, on voit aussi que l'univers de placement s'élargit. C'était, il y a quelques années, difficile de pouvoir implémenter une allocation d'actifs avec des critères ESG. Maintenant, les gérants, on voit cette opportunité comme de nouveaux marchés, puis ils l'intègrent dans leur stratégie d'investissement. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, on a un univers qui s'élargit. Et puis, l'intérêt ESG augmente aussi dans les marchés privés. Et on va le voir plus tard dans le cas de la CPEG. Le changement climatique est en tête de liste des inquiétudes des investisseurs, donc c'est la partie E, donc du ESG. Et cette problématique est identifiée comme un risque majeur pour les investisseurs à long terme. Et ceci s'explique aux risques auxquels il est étroitement lié. Donc on parle d'un risque politique, un risque financier et social. On le voit en France, la difficulté au niveau politique et au niveau social. Et donc, il y a certains enjeux qui vont devoir être gérés dans les années qui viennent. Et puis, il y a 3 types de conséquences possibles, physiques, réglementaires et technologiques. À ce sujet, les banques centrales sont très actives. Elles ont été actives après la dernière crise financière. Elles tiennent à bout de bras les marchés financiers. Et aujourd'hui, il est difficile de voir d'où viendra la prochaine crise. Je pense qu'à un moment donné, on aura une crise. Mais certains commencent à dire que le risque, le changement climatique est un risque qui pourrait être le catalyste pour une correction, une crise en tout cas financière. Et si ce risque devait se matérialiser, il serait assez grave puisqu'encore une fois, il toucherait la finance, la politique et le social. Donc la mise en œuvre de l'investissement responsable à la CPEG. Donc la CPEG, la stratégie et l'activité s'inscrit dans la perspective du développement durable et des investissements responsables. Et puis pour la CPEG, ceci permet de concilier performance économique, valeur morale et impact positif sur le plan social, environnemental et de la gouvernance. Et la mise en œuvre est régie par un cadre légal qui fixe les buts à atteindre et puis aussi un cadre réglementaire avec une cascade de politiques de placement, y compris une directive sur les droits de vote qui fixe les dispositions légales et les approches pour l'implémentation dans les classes d'actifs. Ceci est une vue globale de l'investissement responsable et les différentes formes. Vous avez à gauche toutes sortes de filtres ESG avec des exclusions sectorielles, dites top-down, ou de sociétés, bottom-up, et puis des sélections ESG type Best in Class, Best in Universe, Best Effort. Best in Class, ce serait favoriser la société qui est la meilleure au sein d'un secteur d'activité. Best in Universe, c'est la meilleure société, quel que soit le secteur d'activité. Et Best Effort, c'est la société qui a montré une amélioration dans ses pratiques dans le temps. Donc voilà les différentes approches. Au niveau de l'engagement, eh bien, c'est le dialogue avec les entreprises et l'exercice des droits de vote en Suisse et à l'étranger. Et aujourd'hui, en tant qu'investisseur institutionnel, on est tiraillé entre exclure et engager. Et la problématique, c'est que si vous voulez, parce que l'impact vraiment crédible et qui a un effet positif, c'est le dialogue avec les sociétés. C'est vraiment de se mettre ensemble pour essayer de faire pression.
Et si on exclut, on perd cette possibilité. Donc la solution qu'on voit, et c'est pour ça qu'on l'a appelée approche multidimensionnelle, ça doit être un mélange de tout ça. On doit pouvoir exclure les secteurs d'un point de vue valeur, d'un point de vue de nos convictions, comme par exemple les secteurs controversés. Et puis on doit pouvoir, dans les mauvais élèves, choisir, garder ceux qui sont ouverts à l'engagement et au changement, et exclure ceux qui sont donc dans le mauvais secteur, mais qui sont les mauvais élèves et qui ne sont pas ouverts à l'engagement. Donc je pense que nous pensons que l'avenir est vraiment dans le mélange de ces deux. Après, nous avons la dernière forme, c'est l'impact investing, donc c'est des investissements thématiques, des co-investissements qui ont un impact direct sur l'environnement. Pour ces placements financiers, la CPEG donc, a choisi ces trois formes. Elle a choisi aussi de se faire accompagner par divers partenaires, notamment la société INREIT, la société Ethos Services et Lombardier. Et je rappelle que la CPEG est membre fondateur d'Ethos. Donc pour la mise en œuvre de l'investissement responsable, eh bien, la stratégie d'investissement, elle intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle est implémentée lorsque c'est possible et dans la plupart des cas à travers les différentes classes d'actifs, donc tous les titres équivalents, les placements privés ainsi que les placements immobiliers, on va le voir tout de suite. Cette approche prend différentes formes à la CPEG, des exclusions au niveau de certains placements, donc stratégie d'investissement, spéculatif par exemple, d'exclusion de secteurs et de sociétés, donc le mélange des deux, et l'engagement ou le dialogue avec les entreprises, l'exercice responsable des droits de vote en Suisse et à l'étranger, l'empreinte carbone des portefeuilles actions-obligations, on va le voir plus tard dans le détail, et les échanges avec les autres investisseurs, parce que nous pensons que c'est ensemble qu'on arrive à un résultat. Alors on va aller dans les différentes parties du portefeuille. Pour les actions et les obligations, nous avons des exclusions sectorielles, on va le voir, elles sont listées plus tard. Des exclusions de société, des créations d'indices sur mesure, parce que bien évidemment, vous devez refléter ces exclusions dans vos indices de référence, et une sélection active d'investissements qui répondent à nos critères ESG, et puis des investissements plus thématiques, on va aussi en parler tout à l'heure. Pour les placements immobiliers, eh bien, il s'agit de trouver des solutions innovantes pour réduire la consommation d'énergie avec des chaufferies efficientes, le développement, un focus sur l'énergie renouvelable, sur l'utilisation de matériaux recyclables, la construction de biens dans certaines catégories de population, c'est-à-dire des résidences pour personnes âgées, des crèches, des appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite, et puis des projets pilotes qui ont, c'est la mise en place de programmes d'information aux locataires avec donc il y a eu plusieurs centaines de visites de locataires pour leur rappeler des éco-gestes pour réduire les consommations d'énergie et d'eau. Et pour ces projets pilotes, la CPEG, en collaboration avec les SIG, a reçu un Watt d'or décerné par l'Office fédéral de l'énergie. Vraiment, je suis très fier de ce qui a été fait par l'équipe immobilière pour tous ces travaux qui continuent et qui vont aller toujours plus en profondeur. En discutant avec certains organismes comme le IIGCC, on va en parler tout à l'heure, ils nous ont dit qu'à leur connaissance, trois institutionnels en Europe avaient mené ce type de projet pilote. Donc c'est intéressant de voir que c'est pas une généralité, mais que d'autres ont aussi mené ce type de travaux. Pour les placements privés, la CPEG privilégie les investissements qui créent de la valeur sur le plan opérationnel et pas sur l'effet de levier. Elle investit dans des portefeuilles construits selon des thématiques ESG, en particulier dans les énergies renouvelables. Et pour les matières premières, elle n'est pas investie aujourd'hui, mais elle s'interdit dans son règlement de placement des investissements directs dans les matières premières agricoles. Une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas investis dans les matières premières, c'est que nous aimons les classes d'actifs qui génèrent un rendement récurrent, ce qui n'est pas le cas dans les matières premières. On considérerait éventuellement l'or comme mesure de protection, par exemple, si une monnaie devait devenir dévaluée de façon importante, mais dans la gestion de tous les jours, les matières premières ne sont pas prises en compte. Au niveau des exclusions, la Caisse pratique deux types d'exclusions. On l'a vu tout à l'heure, c'est des exclusions sectorielles. Ici, vous avez la liste, donc l'armement, les productions à base de tabac, les productions de produits liés aux OGM non thérapeutiques, des matières premières agricoles, on l'a vu,
le charbon, la pornographie, les jeux de hasard, etc. Et puis, pour l'exclusion des sociétés, ça c'est une approche bottom-up, sont exclues les sociétés qui contreviennent gravement aux critères ESG. L'analyse est externalisée avec un partenaire, le consultant InRate. Et dès que donc l'exclusion est prononcée, dès que le seuil de 20% du chiffre d'affaires est atteint, pour vous donner une comparaison, le fonds souverain norvégien utilise un solde de 30%. Aujourd'hui, on exclut 125 sociétés du portefeuille. Et puis, ex post, donc ceci est une observation, on n'a pas un horizon de temps énorme, mais on remarque que l'impact sur le rendement est de plus ou moins 0,3 selon les années. Il va falloir attendre pour avoir plus d'informations, plus de données pour pouvoir avoir une meilleure idée sur l'impact réel. Et puis pour ce faire, la Caisse a créé ces indices MSCI sur mesure qui tiennent compte de ces exclusions. Il ne faut pas oublier que ceci a un coût dans la gestion. Au niveau du dialogue avec les entreprises, eh bien, la CPEG considère que ceci fait partie du devoir fiduciaire d'une caisse de pension parce que c'est le seul moyen de faire une pression sur les entreprises et d'avoir des résultats crédibles. On va voir quelques exemples plus tard. La CPEG mène donc avec les sociétés dans lesquelles elle investit des dialogues sur les thématiques ESG. On peut citer la participation aux initiatives sur le Carbon Disclosure Project, c'est le reporting environnemental des entreprises. Climate Action 100+, c'est le financement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc l'exclusion, en réalité, ne permet pas d'avoir ce dialogue avec les entreprises. Nous estimons que si nous vendons ces secteurs, si nous excluons ces secteurs ou nous vendons ces entreprises, eh bien, on espère que l'acheteur va mener ce combat, ce dialogue. Et donc, c'est toujours cette problématique qu'on a entre exclure et engager. Et puis, on peut citer que c'est vraiment grâce aux résolutions d'actionnaires que les compagnies dans le secteur du pétrole ont changé leurs pratiques et leur transparence en termes d'émissions carbone. Et ceci en 2017. On aurait échoué si on n'avait pas fait pression sur ces sociétés pétrolières. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'engagement, c'est qu'on voit par exemple que le tabac, le secteur du tabac a été exclu dans les années 90. Et on voit que ces 30 dernières années, le secteur du tabac n'en a pas souffert. C'est quand le gouvernement est intervenu sur le consommateur qu'il y a eu un changement d'habitude, et c'est ceci qui a eu un impact. Donc ne plus pouvoir fumer dans les lieux publics a eu un impact réel et pas augmenter le prix, faire la pression sur les sociétés. Donc il faut aussi prendre en considération que les gouvernements doivent prendre le relais et changer les habitudes du consommateur, parce que c'est seulement aussi donc, le dialogue, mais aussi les gouvernements qui peuvent avoir des résultats. Au niveau des droits de l'upvote, eh bien, ceci est aussi une action importante et menée par la Caisse. Elle vise à encourager les sociétés à adopter les bonnes pratiques sur le plan ESG. Nous exerçons nos droits de vote en Suisse et à l'étranger sur la base de recommandations de la société Ethos Services et selon les lignes directrices qui prennent en compte des critères ESG. Donc, la prestation d'Ethos Services porte sur 100 sociétés en Suisse et les 400 plus importantes sociétés à l'étranger. Alors, on entend beaucoup de réflexions sur engager ne sert à rien, ça n'a pas d'impact, il faut exclure. Et il faut savoir que nous avons une certaine pression aussi de certaines initiatives qui vont mesurer l'empreinte carbone de notre portefeuille. Et si nous faisons que de l'engagement, du dialogue, eh bien, nous sortons avec des notes décevantes dans ces initiatives. Et puis, si nous les gardons, eh bien, pour engager, on a toujours cet enjeu-là entre les deux. Donc, voici un rapport qui a été publié par Principles for Responsible Investments en 2018, qui a porté auprès de 66 investisseurs institutionnels sur l'importance et l'utilité de l'engagement. Et le rapport montre une amélioration de l'échange d'informations entre les entreprises et les investisseurs, créant ainsi une meilleure transparence et permet d'améliorer la communication. Et puis la production de nouvelles connaissances ESG avec des indicateurs clés beaucoup plus poussés, plus efficaces, et de meilleurs systèmes de gestion ESG. Et puis une amélioration interne et externe, créant une dynamique politique. J'aimerais donner l'exemple aussi de Royal Dutch Shell. Donc la société a récemment, l'année dernière, décidé d'associer la rémunération de ses dirigeants
En fonction du succès sur l'objectif de réduire l'empreinte carbone de 2 à 3% dans les 3 prochaines années et de 20% d'ici 2035, et cette décision affecterait 150 collaborateurs. Le Red Hot Shell s'est aussi retiré de certains groupes industriels comme le American Fuel and Petrochemical Manufacturers parce qu'ils avaient des divergences concernant le changement climatique. La société soutient les accords de Paris sur le climat, les taxes sur le carbone, les politiques qui encouragent les technologies à faible émission carbone, et puis pour justement apporter son empreinte dans la transition énergétique et moins être dépendante du pétrole et du gaz dans un avenir proche, elle a décidé de doubler ses dépenses dans les énergies renouvelables et les ramener à 4 milliards par an. Donc ceci montre un résultat vraiment positif et concret de ce dialogue avec les entreprises. L'étude empreinte carbone à la CPEG. Donc en 2018, la CPEG a décidé d'effectuer une empreinte carbone de l'ensemble de ses portefeuilles actions et obligations d'entreprise. La démarche consiste à calculer les émissions carbone d'un portefeuille en fonction des émissions que génèrent les entreprises détenues. Et ça permet de mesurer l'impact de ces investissements en termes d'émissions carbone. Cette analyse a été faite avec Lombardier pour la première fois en 2018. Nous avons choisi Lombardier parce que Lombardier, depuis 1997, a démarré ses premières études et puis, à travers le temps, a vraiment établi une reconnaissance. Elle utilise ses propres critères. Elle va plus loin que les critères, par exemple, de l'ONU. Elle a mis une équipe dédiée et puis elle a un reporting adapté pour ce type d'analyse. Donc, c'est pour ça que nous collaborons aujourd'hui avec Lombardier. Donc il est prévu de réaliser une empreinte carbone chaque année avec l'objectif d'obtenir une trajectoire à terme. Il faut faire très attention parce que la prochaine étape, c'est de nous dire, ben voilà, ayez des objectifs. Quels sont vos objectifs en termes d'empreinte carbone? Et c'est difficile aujourd'hui, parce que nous ne sommes qu'au début, parce que l'étude est encore aujourd'hui seulement ciblée sur certaines classes d'actifs où nous disposons l'information. Et il y a aussi, par exemple, cette année, nous avons refait une empreinte carbone et Lombardier a intégré les obligations gouvernementales dans l'étude, des informations ou une méthode de calcul qu'il n'avait pas l'année précédente. Et il faut vraiment tenir compte de l'évolution des informations, mais aussi l'évolution du reporting en compte. Donc, parlons de trajectoire et de dire que notre objectif, c'est de faire au mieux pour que cette trajectoire soit contrôlée dans le temps. Ici, vous avez le résultat 2018 qui portait sur 3700 sociétés où 95% d'allocation actions, c'est beaucoup, et en obligation d'entreprise, 3400 sociétés avec 80% d'allocation. Et vous voyez qu'en fonction de différentes mesures d'intensité carbone, vous avez tout à droite l'indice. Je ne sais pas si ça... Si, ça marchait. Voilà. C'est bien. Magnifique. Vous avez ici l'indice et vous avez ici l'intensité carbone de la CPEG. Vous voyez que dans les deux cas, pour les actions et les obligations, le résultat est bien meilleur. Donc, c'est des résultats très encourageants. Maintenant, on va parler des développements récents. Donc, on a parlé de la participation à l'initiative du Carbon Disclosure Project, Climate Action 100+, qui compte 310 membres, plus de 32 trillions d'actifs gérés. Il s'agit des 100 entreprises qui émettent le plus de gaz à effet de serre et qui contribuent pour 85% des émissions totales annuelles liées aux énergies. Donc l'objectif est d'interpeller leur management pour les amener à prendre 3 types de mesures. Établir une gouvernance qui reflète la responsabilité et la surveillance du conseil d'administration. Réduire les émissions de CO2 tout au long de la chaîne de valeur, donc ceci comprend également les fournisseurs, ceci conformément aux accords de Paris, et fournir davantage d'informations, donc améliorer leur reporting. La Caisse de pension a adhéré au IIGCC, donc le Institutional Investors Group on Climate Change. On était le premier fonds de pension à rejoindre cette institution. Elle regroupe 150 investisseurs avec un total de 21 trillions sous gestion. C'est le porte-parole, en fait, dans le changement climatique institutionnel officiel. Donc, ils ont certaines initiatives en cours et nous collaborons avec eux. Participation à certaines études du WWF, du Two Degree Investment Initiatives et puis une étude de l'Office fédéral de l'environnement.
À ce propos, on voit que l'étude de Lefebvre concernait que 22% du portefeuille action et 14% du portefeuille obligataire. C'est pourquoi notre étude d'empreinte carbone qui tient compte de 95% et 85% respectivement du portefeuille actions et obligations va beaucoup plus loin. Au niveau des développements récents, l'exclusion du charbon, suite à cette analyse d'empreinte carbone, le comité a décidé en juin 2018 d'exclure ce secteur qui est une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, l'adhésion au Ethos Engagement Pool International, donc le dialogue avec les entreprises créé, donc l'EPI a été créé en 2017 et compte déjà 34 membres. Voilà. D'autres développements en cuir, on est en train de faire une étude sur les green bonds, ces obligations vertes. Ce marché qui a débuté en 2007 a vraiment beaucoup changé ces dernières années. Il faut savoir qu'en 2018, les émissions ont augmenté de 45%. Les émetteurs ont développé un système de reporting et informent de manière beaucoup plus claire sur l'affectation des ressources. On ignore toutefois comment ces obligations se comporteraient en cas de crise. Il faut savoir aussi qu'il y a des partenaires indépendants qui vont s'assurer que les ressources sont bien déployées dans des projets qui concernent le changement climatique. Donc on a vraiment toute une procédure, on a des partenaires qui nous permettent de dire que maintenant on a un marché qui est intéressant. Il faut savoir aussi que ces obligations sont en quelque sorte protégées par les gouvernements. Donc c'est un investissement intéressant. Le changement climatique est un domaine qui fait l'objet d'une attention permanente au sein de la CPEG. Et puis, notre objectif est de pousser plus loin les études d'empreinte carbone du portefeuille. Je peux vous informer que nous sommes en cours d'études ALM. Nous avons donc, vous le savez, des votations prochainement avec plusieurs plans qui sont à considérer. Nous avons mené 3 ALM différentes. Nous avons plusieurs allocations stratégiques et nous avons demandé à Lombardier de calculer l'empreinte carbone de chacune de ces allocations stratégiques. Donc l'empreinte carbone n'est pas prise en compte dans l'optimisation de l'allocation stratégique, mais c'est un contrôle qui vient en bout de procédure pour permettre au comité d'être informé sur l'impact carbone de l'allocation stratégique. Ça, c'est, je pense, une innovation. Et puis, nous pensons aussi que les exclusions et la nécessité d'engager doivent être une approche dimensionnelle. Nous allons poursuivre aussi cette implémentation-là dans le portefeuille. Il est important de se regrouper entre institutionnels pour mettre la pression sur les entreprises. Donc, ça doit être un effort collectif. Je pense que ça doit être aussi un effort collectif en interne. Et voici les éco-gestes de la CPEG. Donc, une charte de fournisseurs responsables, une création de guides d'achat responsables, des campagnes de sensibilisation en interne sur l'économie d'énergie, les impressions de papier, etc., le tri collectif, la suppression de la vaisselle en plastique, l'encouragement à la mobilité douce. Je me suis mis au vélo en joignant la CPEG, et la mise en place du nettoyage de jour. Je n'ai pas eu de pression, je précise. En conclusion, l'investissement durable n'est plus une niche ou une thématique d'investissement. On ne peut l'ignorer. Elle doit s'intégrer à travers toutes les classes d'actifs, si possible. Pour sa mise en œuvre, nous avons choisi les 3 formes d'investissement responsable, l'engagement, les exclusions et l'impact investing. On continuera à privilégier des approches qui permettent d'avoir un impact direct sur les sociétés. L'industrie continuera à évoluer grâce à la disponibilité et la qualité, là je parle de l'homogénéité et la granularité de l'information, l'augmentation de la transparence et la sophistication dans le reporting, donc aujourd'hui la possibilité de réaliser des projections, le rôle de plus en plus important joué par les investisseurs institutionnels qui continuent à se regrouper et à être actifs, et puis des gérants actifs qui proposent de plus en plus de solutions, qui l'intègrent dans leur gestion, donc ceci ouvre notre univers de placement. Attention aux fausses identités, aux faux labels de durabilité. On en voit beaucoup qui disent simplement voilà, nous sommes compatibles, mais quand vous creusez, vous voyez que en fait, beaucoup d'éléments ne sont pas pris en compte. Et puis, le chemin est long. On ne s'improvise pas du jour au lendemain, on n'implémente pas du jour au lendemain une stratégie ESG.
Les efforts doivent être portés sur le long terme et doivent être faits de façon collégiale. Et puis je reprends une citation de Lao Tzu qui dit qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur, le chemin c'est le bonheur. Et dans notre cas précis, le chemin est tout aussi important que l'objectif. C'est important de vraiment pas à pas déterminer les approches, les classes d'actifs, etc. et d'avoir une stratégie et pas seulement des objectifs. Je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers à vos questions. Oui, Grégoire, j'aurais une question liée à l'empreinte carbone. Alors, c'est très bien d'affirmer que 95% du portefeuille est aujourd'hui monitoré. Maintenant, les données desquelles sont issues ces empreintes carbone sont-elles fiables? Parce que moi, j'ai un peu de la peine à comprendre comment on arrive à des chiffres aussi précis par rapport à quelque chose d'aussi volatile. D'une part. D'autre part, qu'est-ce que c'est une bonne politique carbone? Parce que c'est très très facile de diminuer son empreinte carbone. Il suffit d'enlever les pétrolières de son portefeuille, etc. Et on y arrive très très vite. Maintenant, le monde n'est pas meilleur avec un portefeuille moins carbonisé que s'il l'est. Alors, qu'est-ce qu'une bonne politique d'empreinte carbone à ce niveau-là? Alors la première question concerne la fiabilité des données et pour cela, nous travaillons tous avec des partenaires comme le Carbon Disclosure Project qui vont sur le terrain récolter ces données. Et ces données commencent à être homogènes entre différentes régions géographiques. Je signale que Lombardier travaille avec tous ses partenaires reconnus et donc ces données-là sont aujourd'hui fiables. La seule question, c'est leur granularité. Est-ce que les fournisseurs sont pris en compte? Je prends l'exemple de Uber qui aurait une faible empreinte carbone puisque son bilan serait, je dirais, relativement peu impacté par une empreinte carbone. Par contre, eh bien, au niveau de la chaîne de la société, eh bien, là on a une autre vision de l'activité de la société. Ce qui veut dire que nous dépendons fortement de jusqu'où vont ces études. Je dirais qu'aujourd'hui c'est un point de départ et que petit à petit avec le temps on va pouvoir voir, on a une image floue aujourd'hui, cette image va devenir précise, plus précise avec le temps. Maintenant, est-ce que la deuxième question concernant ce qu'on fait de ces analyses, nous pensons qu'il est totalement, je vais utiliser le mot le label de la conférence, il y a une certaine hypocrisie à simplement exclure par exemple le secteur fossile et espérer que quelqu'un va faire le travail à notre place. Et c'est pour cela que nous avons décidé, alors il y a des secteurs, il n'y a pas de discussion, tout ce qui est armement, tout ce qui est armes non conventionnelles, nous n'entrerons pas en dialogue avec ces sociétés-là, elles sont simplement exclues. Par contre, il y a d'autres secteurs, il ne faut pas oublier que nous avons besoin d'énergie et que dans la transition énergétique, on a besoin d'avoir des entreprises qui nous fournissent jusqu'à ce qu'on ait des solutions à long terme. Donc, simplement l'exclure ne serait pas porter notre pierre à l'édifice et nous pensons qu'il faut engager. C'est très important. Par contre, oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire, dans les études, dans les initiatives, notre image sera moins bonne que si on les avait simplement exclus. Donc la tentation, elle est là, mais concrètement, nous avons décidé de faire les deux, donc de réduire notre empreinte carbone en excluant les sociétés qui ne jouent pas le jeu, qui ne veulent pas de dialogue. On sait qu'elles n'apporteront pas de changement à leur politique. Et puis on garde le dialogue avec les sociétés, mais qui, comme Shell, c'est pour ça que l'exemple de Shell est intéressant, on pense qu'on aura des résultats à terme. Bonjour, j'avais une question, j'ai deux questions. La première question, vous avez abordé quelque chose pour moi de très intéressant, qui est d'avoir tenté de quantifier les émissions de CO2 par rapport à la poche obligataire gouvernementale. Oui. Point où, au sein de l'entreprise dans laquelle je suis employé, on a essayé de réfléchir, de travailler, d'aller un peu dans la littérature ou de regarder peut-être dans les produits disponibles du côté de l'asset management, les ETF, les fonds obligataires, où
honnêtement, il n'y a pas grand-chose et c'est assez compliqué parce que c'est une combinaison, les obligations gouvernementales. Est-ce qu'on s'arrête à l'action de l'État? Est-ce que finalement, les obligations gouvernementales, ça inclurait pas aussi les ménages et leur manière de se comporter, ainsi que les entreprises, parce qu'il n'y a pas que le côté, il y a aussi les PME. Et si je prends par exemple l'exemple des États-Unis, où en général, effectivement, les obligations du gouvernement américain sont assez présentes dans les portefeuilles, même hedgées pour un investisseur franc-suisse. Eh bien voilà, se pose la question, parce qu'on a une courbe voilà, qui est assez haute et en cas de choc qui pourrait nous aider. Là, on revient un peu à l'allocation d'actifs qui est quand même votre métier de base, hein, de protéger les portefeuilles en cas de choc déflationniste. Et si on réfléchit un petit peu, on se dit, OK, les obligations américaines ou le gouvernement, je ne crois pas qu'ils soient très orientés sur les accords de Paris, etc. L'intensité énergétique de ce pays est très élevée, hein, que ce soit les ménages ou les sociétés. Et après, si on prend des pays nordiques, par exemple, beaucoup plus vertueux, etc., mais dans une allocation d'actifs, est-ce que voilà, des courbes scandinaves, etc., sont vraiment un plus pour la construction du portefeuille? Donc voilà un peu les tiraillements qu'ont certains investisseurs comme moi. Et la deuxième question, je crois savoir que vous avez eu un passé dans l'alternatif, et vous parliez d'allocation d'actifs. Est-ce que les hedge funds sont totalement exclus de vos portefeuilles, sachant que là, les mesures sont extrêmement compliquées et vous êtes prêt à vous priver de... Alors, pas du real estate, par exemple, sous forme de private equity real estate, engageant, mais plus la partie, cette fois, hedge fund, où là, c'est vraiment très compliqué. Je pense même pas pour le CO2, mais de manière plus générale sur les 3 piliers ESG. Voilà. Alors, beaucoup de questions. Je vais prendre la première sur les obligations. Donc, c'est étonnant parce qu'en discutant avec d'autres institutionnels, ils me disent oui, nous, on implémente le SCH à travers toutes les classes d'actifs. Et quand je leur pose des questions sur les gouvernementales, ils me disent ah non, nous, on a juste exclu les obligations émergentes. Ça représente 2% du portefeuille. Et comme ça, ils disent qu'on a le label ESG à travers l'ensemble des classes d'actifs. C'est pour ça que je disais faites attention aux faux labels. Mais je ne peux pas leur en vouloir parce que encore une fois, le chemin est long et il faut mettre en place une procédure qui soit crédible. On peut pas, donc les réflexions que vous avez en interne, eh bien, c'est des réflexions que Lombardier a eues aussi. Et l'approche de Lombardier a été de se dire, eh bien, c'est l'émission carbone d'un pays. Donc je vais prendre toutes les entreprises et toute l'activité du gouvernement, y compris l'armée, etc. Et en agrégé, je vais avoir une intensité carbone. Cette intensité carbone, comme pour les entreprises, c'est la même procédure, je vais la mettre en rapport par rapport à ses revenus, donc à son PIB. Et comme ça, vous avez votre indicateur. C'est comme cela que ça a été fait, je pense que c'est la bonne façon de le faire. L'autre question concernant les stratégies alternatives, spéculatives, donc la CPG n'investit pas dans les stratégies spéculatives aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle n'investira jamais dans les hedge funds. Par exemple, il y a des stratégies comme tout ce qui est distressed, où on va restructurer une dette, restructurer une compagnie, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de short, etc. Ces stratégies-là ont une valeur ajoutée dans l'économie. Il y a l'activisme aussi que je peux citer, où récemment j'ai vu que le gérant Frank Brosen a sauvé la société Computer Associates. Ils ont sauvé tous les postes et puis restructuré la boîte qui a fait un bond de 25%, mais ceci, ça date maintenant, ça date de 2-3 ans. Donc il y a des stratégies qui ont une valeur ajoutée, qui sont classifiées sur le label hedge fund. Par contre, les stratégies spéculatives ne seront pas considérées par la caisse de pension pour les raisons qu'on a invoquées.